J'ouvre le second débat de ce Sens Public volontairement décalé de l'actualité du jour avec cette question: pourquoi les populistes de droite comme de gauche sont-ils aussi nombreux en France? L'un d'entre eux peut-il arriver au pouvoir? Comment se nourrissent-ils des crises économiques, des transformations de la société pour notamment activer nos peurs? Avant d'en débattre, un premier constat sur le rôle des réseaux sociaux dans cette diffusion des idées populistes. Jérôme Rabier. C'est désormais le lieu où une bonne partie de la population trouve de l'information. 62% des Français s'informent quotidiennement sur les réseaux sociaux et forcément, ce sont des caisses de résonance pour tous les sujets d'actualité, mais avec un prisme bien différent des médias traditionnels. C'est le fait que ces réseaux sociaux donnent un peu une prime aux émotions, et comme les populistes mobilisent plus nos émotions et nos pulsions que nos réflexions, en fait, ils gagnent à tous les coups. Il suffit de regarder des publications sur des faits divers, sur la politique fiscale ou encore sur des mobilisations pour constater un prisme populiste qui prospère sur ces réseaux. C'est Nicolas Quipet, on en a vu d'autres au moment du mouvement du 10 septembre. Et on a parfois un peu l'impression que un certain nombre de ces mouvements, un certain nombre de ces hashtags sont un peu amplifiés. Faire monter des tendances est devenu un enjeu pour mobiliser sur des thèmes porteurs, souvent bien davantage pour s'indigner que pour proposer, avec des algorithmes qui favorisent les sujets polémiques. Plus votre parole votre pensée est complexe, plus elle repose sur des faits, des arguments et sur des choses, rationnelles, moins tout ça va être mis en avant. Ça change complètement le discours public et ça change la manière dont le discours public est perçu et aussi la manière dont les gens vont se fabriquer une opinion. Avec une conséquence, une polarisation de plus en plus importante, les plateformes vous proposant toujours plus de sujets susceptibles de coller à vos idées, avec des répercussions sur le monde réel, hors réseaux sociaux, où la virulence des plateformes déborde souvent. Et on se demande si un ou une populiste va pouvoir s'imposer en France, notamment à la présidentielle. Et je vous présente mes invités. Marc Lazare, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po. Vous publiez pour L'amour du peuple, l'histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle. C'est chez Gallimard et c'est votre livre, évidemment, qui nous a donné l'envie d'organiser ce débat. Nona Mayer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous publiez C'est Français qui votent Le Pen, c'est aux éditions Flammarion. Et puis vous êtes co-autrice de French Democracy in Distress qui vient de paraître chez Palgrave Macmillan. Vincent Martini, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue À vous aussi. Vous êtes politiste, professeur à l'université Côte d'Azur, à l'école polytechnique, et vous publiez Les Temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses. C'est aux éditions du Seuil. Et Anne-Charlène Bézina est évidemment restée à mes côtés, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. Alors, ce mot, déjà, populisme, Marc Lazare, il est un peu mis à toutes les sauces, notamment par moi-même et nous autres journalistes. J'en prends ma part. On va peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce qui caractérise le populisme ? Il y a quelques piliers. Oui, je crois que vous avez raison de rappeler que c'est un mot fourre-tout, un mot valise. C'est vrai que vous, les journalistes, mais je ne vous en fais pas une critique, ce serait vraiment de mauvaise grâce de ma part, mais vous êtes toujours dans le temps de l'urgence, vous avez des possibilités limitées, notamment dans la presse écrite. C'est aussi instrumentalisé en politique pour accuser son adversaire d'être populiste, ou au contraire d'ailleurs pour certains qui pour sont s'en réclamer. Ce qu'on appelle avec une formule empruntée à la sociologie un renversement de stigmate. C'est aussi à l'origine d'une inflation de publications. Je donne des chiffres assez impressionnants dans le livre, des publications qui sont faites sur le populisme. Donc, il y a deux possibilités. Il y a une alternative où on dit c'est trop piégeux, c'est trop piégé, et donc on ne l'utilise pas, ce qui est la position d'un certain nombre de personnes. Et puis, d'autre part, de dire on va se confronter à ça. Et si on se confronte, je crois qu'il y a trois définitions. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a trois. On peut dire que d'un côté, c'est une forme d'idéologie, une idéologie très souple, bizarrement très pragmatique, mais qui repose sur l'idée qu'il y aurait une opposition essentielle, terme à terme, entre un peuple uni, vertueux, bon par essence, contre des élites corrompues. Ça, c'est effectivement suggestif et intéressant. Il y a une deuxième définition qui consiste à dire que le populisme est une forme de stratégie et de style pour conquérir le pouvoir, voire pour le gérer. Parce qu'on va utiliser ce qui est un des principes même de la politique, la démagogie, le simplisme. On va avoir non pas des adversaires, mais des ennemis. Ça, c'est un élément très important.
qu'on n'élimine pas actuellement par la violence physique, en tout cas en France, mais qu'on peut essayer de démolir par la rhétorique, symboliquement. Et puis, la troisième exception, ça c'est très intéressant, ça vient entre autres d'un chercheur chilien, mais aussi d'un chercheur italien. Le chercheur chilien s'appelle Piero Stighi et l'italien Giovanni Orsina, consiste à dire que le populisme est une forme d'expression d'une révolte du bas, d'une forme de culture populaire qui serait opposée à la culture dominante. Il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Et je termine parce que c'est des questions complexes. À chaque fois, quand on veut ensuite étudier cas par cas, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de nuances, beaucoup de doigté pour à chaque fois essayer de déterminer en quoi ça relève de ces catégories. Parfois, c'est un mélange des trois, parfois, c'est l'une d'entre elles. Mais ce qui est fondamental, et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'en France, il y a une forme de récurrence dans notre histoire de ce phénomène-là, avec ensuite des continuités et des ruptures. Et notamment une période qui est quand même longue, là, qui dure depuis plus de 4 décennies, facilement, d'un populisme qui est vraiment installé dans notre vie politique. On va y revenir. Est-ce que, Nona Mayer, vous y voyez le symptôme d'une crise démocratique, finalement, cette persistance, parlons de la France, cette persistance du populisme en France? Persistance. Disons qu'on est à un moment populiste et qu'on peut à la fois dire que le populisme il est consubstantiel à la démocratie parce qu'il y a toujours une tension entre la volonté du peuple, la souveraineté populaire et les barrages, les limites constitutionnelles. Donc d'une certaine manière, et Margaret Canavan il y a très longtemps, parce que le débat dure depuis des années, le disait très bien, donc c'est compliqué de l'opposer purement et simplement à la démocratie. Mais il y a bien sûr dedans également des ferments antidémocratiques. Ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen. Au début, il expliquait que lui, c'était un démocrate, que pour lui, le modèle de la démocratie, c'était la Suisse, c'est le référendum, ça donne parole au peuple, et lui, il adore l'étiquette de populiste. Parce qu'il dit, si les populistes, c'est aimer le peuple, alors moi, je suis du peuple. Et je suis un démocrate, sous-entendu. On a ouvert notre débat, il fallait bien choisir un angle, on a décidé de se concentrer sur les réseaux sociaux. Est-ce que, Vincent Martini, c'est un vecteur médiatique idéal, d'une certaine façon, pour les populistes en général, On va voir qu'il y en a à droite et à gauche. Je ne sais pas si c'est un vecteur médiatique idéal, mais je dirais que très souvent, on a une conception du populisme, surtout dans notre métier à nous, qui se limite au champ politique. Mais en réalité, il faut observer ce qui se joue dans l'arrière-salle de la politique, c'est-à-dire tous ceux qui cadrent un débat politique, que ce soit les éditorialistes dans les médias, mais aussi les influenceurs dans les réseaux sociaux, qui canalisent une atmosphère populiste. Parce que quand on parle de populisme, on parle de moment, Nona disait tout à l'heure un moment, oui, il y a un moment sur le plan strictement partisan, mais il y a aussi une atmosphère populiste, c'est-à-dire qu'il faut des gens pour la canaliser, cette atmosphère, à la fois en appeler au peuple, mais aussi l'alerter, entre guillemets, parler le langage de la bouche du peuple, disait Gracchus Babeuf déjà à la Révolution française, il faut parler par la bouche du peuple. Et là, vous avez un peu de tout. Et les réseaux sociaux, évidemment, sont un des lieux parce que c'est un espace quasiment libertarien. C'est un espace dans lequel il y a très peu de contraintes. Donc vous avez la possibilité d'expression très nombreuse sans que les filtres, qui sont ceux des médias traditionnels, puissent s'exercer. Donc oui, c'est un espace, évidemment. Anne-Charlène, un mot ? Oui, il me semble qu'il faut aussi essayer de se dire qu'il n'y a pas véritablement de frontière en fait du populisme entre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Déjà, pas de bord politique, ça c'est important de le dire. Il y a un populisme de gauche, il y a un populisme de droite, et ça, vraiment dans le monde, en plus, on le voit très bien. Il n'y a pas du tout de famille par rapport à cela. Ensuite, il me semble qu'il n'y a pas de frontière non plus dans le discours. Certains arguments de certains partis politiques vont relever du populisme alors que d'autres n'en relèvent pas. Donc on n'est pas d'une famille nécessairement à 100% populiste, on peut parfois utiliser certains arguments. Et il me semble aussi qu'il n'y a pas de barrière historique. Et on est remonté à Babeuf, mais précisément le boulangisme, tous ces courants qu'on a pu connaître d'une forme de révolte du peuple contre ces élites, c'est vraiment quelque chose qui, vous l'avez dit, est consubstantiel à la démocratie. Donc il y a un moment, il y a une atmosphère, mais à la fois ça fait quand même aussi partie des données sur lesquelles le constitutionnalisme est obligé de travailler depuis toujours. Alors c'est vrai que quand on dit populisme, en tout cas sur nos plateaux, ou peut-être chez certains de nos confrères, on a un peu tendance à l'associer à l'extrême droite. On va parler de Marine Le Pen, on va parler d'Éric Zemmour. Mais il y a aussi des populismes de gauche. Tiens, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qu'on va entendre tout de suite. Nous voulons faire naître la nouvelle France. La nouvelle France, c'est son peuple tel qu'il est, et non pas tel que des pensées racies et ramoindries et rabougries voudraient qu'il soit. Le peuple français tel qu'il est, avec un Français sur 3 qui a un grand-parent d'origine étrangère.
Marc Lazare, alors on peut prendre la question de deux façons. Soit je vous demande de mettre en avant les points communs entre les populismes de droite ou de gauche, ou au contraire les différences. Je vous laisse choisir. C'est très intéressant l'extrait que vous avez présenté, parce que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup évolué depuis qu'il a créé la France. D'abord le parti de gauche, puis la France Insoumise. Je le dis dans le livre, il y a deux tournants, 2014 et puis 2019. Et là, c'est le dernier tournant actuel. Et c'est très intéressant parce qu'on n'a pas encore dit que tout populisme... C'était au mois de septembre. Le 6 septembre 2025 à Lille. Et effectivement, c'est très intéressant parce que tout populisme est lié à une conception de la nation. Et ce que veut faire actuellement la France Insoumise, c'est le nouvel objectif. Ça a été ce discours, ça a été la publication d'un livre qui a été publié après le mien, donc je n'avais pas pu l'intégrer, qui s'appelle Nouvelle France, Nouvelle Gauche. Tout à fait intéressant. C'est l'idée, nous sommes aussi la France, nous sommes le peuple, parce que le populisme a une dimension de souverainisme et de nation, mais ce n'est pas la même nation que le Rassemblement national. Et ça, ce qu'il dit, un Français sur 3 est d'origine étrangère, ça vient d'un meeting qui s'est déroulé à Évry-Courcouronnes au moment des élections européennes, où il y a un député qui a, devant la foule rassemblée, à un moment donné, a regardé la foule et a dit « Levez la main tous ceux qui ont un ascendant étranger ». Il y a eu une forêt de mains qui s'est levée et il a lancé ce slogan « On est chez nous ». Et ça, c'est très intéressant parce qu'actuellement, la France Insoumise essaye de prendre le mot d'ordre du Rassemblement national, et même du Front national, pour dire nous sommes pour un peuple composé de métissés, de créolisés, de minorités, de racisés, de Français d'origine musulmane, d'ubérisés, de précarisés. C'est la définition qu'en donne Clémence Guettet dans ce livre. C'est la définition qu'en fait Mélenchon à l'issue de grandes lectures de travaux de sciences sociales pour essayer de donner une autre conception du peuple et de la nation et pour rivaliser dans la perspective de 2027 au Rassemblement national. Donc là, vous pointez une différence si vous deviez mettre en avant des points communs. Il y en aurait au moins deux, je crois. La première, c'est quand même une critique de l'ensemble des élites, mais pas le même type d'élite. Il y a un discours anti-élite, mais pas le même. Pour le Rassemblement national, c'est les élites qui favorisent les mouvements migratoires, l'invasion migratoire. C'est pas du tout le cas de la France Insoumise, c'est les élites qui favorisent le néolibéralisme. C'est pas exactement la même chose. L'autre point commun, c'est la critique de l'Union européenne, avec là aussi des arguments différents. Mais je crois que c'est les deux points fondamentaux de convergence. J'ajouterai un troisième, c'est la question de la guerre en Ukraine, pour lequel les deux jettent avant tout la responsabilité de la guerre, non pas à Poutine, mais aux États-Unis et à l'OTAN. Question de Benoît qui nous écrit de Toulouse. Pourquoi considérez-vous que le populisme est quelque chose de négatif? La voix du peuple ne pourrait-elle pas être la vérité? Dans votre livre, c'est beaucoup plus... mais moi, je ne dis pas ça du tout. Vous refusez même d'associer les adjectifs qui sont souvent utilisés, qui sont médicaux, type cancer, etc. Moi, je dis exactement ce qu'a dit Nona Meyer. Je dis que le populisme n'est pas un problème, c'est la conséquence d'un problème, ou la conséquence d'une série de problèmes, et qu'il y a même, je vais très loin, des formes de vertu au populisme, que ça oblige la démocratie à se repenser, à se poser des questions, effectivement. Vincent Martini, sur la différence droite-gauche, est-ce que vous en faites d'autres? Est-ce que vous... Parce que vous avez lu attentivement, évidemment. Oui, absolument. Je vois un point commun et qui m'a inspiré ce que vient de dire Marc et la lecture de son livre. C'est ce livre qui avait été fait par Michel Fer, qui s'appelle « Producteurs et parasites ». Absolument. Je pense que le point commun des populistes, c'est d'identifier un peuple sain, naturellement sain, parfois ignorant des misères qu'on lui cache, et qui est exploité, amoindri par des parasites. Alors, il se trouve que les parasites, tu l'as dit, ne sont pas exactement les mêmes. Les parasites, pour la France insoumise, c'est la finance néolibérale, quoiqu'on retrouve cette accusation aussi en partie au Rassemblement national, et il n'y a pas les parasites du bas qu'on retrouve au Rassemblement national, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la France des assistés, ou alors les immigrés, les migrants qui sont venus là, empêcher les producteurs, c'est-à-dire les Français naturellement producteurs de bien-être, de richesse, de profiter des richesses qu'ils produisent, mais qui sont empêchés. Et ce double empêchement par le haut et par le bas est, à mon avis, quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des populismes, avec cette différence entre le Rassemblement national et la France insoumise. Question de Karine qui nous écrit de Savigny-sur-Orge. Si autant de gens ne se sentent pas écoutés, est-ce que le vrai problème n'est pas le fonctionnement de notre démocratie, plutôt que les populistes eux-mêmes? Nona Meyer, c'est intéressant parce qu'il y a eu un certain nombre, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, de tentatives de donner la parole aux citoyens, des conventions citoyennes. Est-ce que cette parole, elle a été suffisamment écoutée? Est-ce que finalement, cette frustration, parce que la réponse est dans la question, n'a pas alimenté le populisme qu'on vit
qu'on vit en ce moment. Si, tout à fait. On peut dire que ces différents votes populistes, c'est les symptômes de quelque chose qui ne va pas. Oui. Et nous, on est une vingtaine, 27 auteurs, on a essayé de décortiquer ce qui ne va pas dans la démocratie française depuis quelques années. Et on voit très clairement que le problème, il ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut, avec le sentiment qu'il y a un décalage croissant entre les aspirations et les demandes des citoyennes et des citoyens. Et vous parliez de convention citoyenne. Mais il ne suffit pas de faire une convention citoyenne sur le climat, par exemple. Ensuite, il faut tenir compte de ce qui a été dit. Donc il y a le sentiment d'une arrogance. Il faut peut-être déjà ne pas promettre qu'on va tout, plus quand on a transformer en loi, alors que ça n'est pas possible. Donc oui, le problème, il est là. C'est-à-dire il y a ce décalage et il y a le sentiment de ne pas écouter, de ne pas être respecté, d'être inaudible, surtout dans un pays où la pauvreté est en train de monter, où la précarité augmente. Et plus on est précaire, plus on est pauvre, moins on s'exprime, moins on est entendu. Donc on est, oui, dans une situation de crise démocratique, entre guillemets, dont on peut sortir par le haut. Il me semble aussi qu'il y a un conflit dans la précédente question qu'on nous a posée autour du peuple. Et précisément, c'est un peu... Depuis 1791, on essaye de le chercher, le peuple. Qui est le peuple? Qui représente le peuple? Et précisément, le populisme joue aussi sur cette idée démocratie, démagogie, populisme, peuple. On ne sait pas vraiment qui est la vertu et qui est le vice à l'intérieur. Et parce qu'il y a un dysfonctionnement de la démocratie représentative aujourd'hui qui est jeté aux orties. Et c'est pour ça aussi qu'on en vient à chérir le populisme par rapport au fait que le représenté ne se sent plus représenté par le représentant. Donc c'est là qu'on rencontre un problème. Marc Lazare, il y a une espèce de sacralisation du peuple dans tous ces discours populaires, alors, effectivement, et qui peut prendre des formes très différentes en fonction du leader qui produit le discours. Oui, c'est vrai, et je pense, c'est Nana Meyer qui citait une auteure, je crois, pas traduite en France, qui est Margaret Canavan. Oui, Margaret Canavan. Que j'utilise aussi dans le livre, et qui dit, dans toute démocratie, il y a cette tension entre ce qu'elle appelle la dimension constitutionnelle et libérale et la dimension de la souveraineté populaire. Ma thèse, c'est que en France, on a un problème spécifique et qui se noue au moment de la Révolution française. C'est pour ça que j'y fais référence. C'est-à-dire qu'il y a l'idée en France que la représentation par elle-même est suspecte. Et c'est pour ça que je cite deux phrases emblématiques de Robespierre. Dès 1792, qui est exactement ça, parce qu'il y a la tradition rousseauiste en France très forte. C'est-à-dire la représentation, alors dans certaines conditions, est immédiatement suspecte. C'est-à-dire à peine sont-ils élus qu'ils sont déjà suspects. Oui, parce qu'il y a une expression de la souveraineté populaire. Et quand la représentation oublie d'où vient sa légitimité de la souveraineté populaire, qu'elle se replie, que la tendance oligarchique qui existe dans la démocratie s'affirme de plus en plus, il y a un espace, effectivement, pour le populisme. Il y a, selon moi, un problème spécifique à la France qui explique que dans certains moments, et ces moments, moi je les identifie historiquement parce qu'ils se répètent même si leur contenu varie, c'est une défiance politique, des situations de crise sociale et des interrogations culturelles et identitaires, plus des effets de crise internationale qui se répercutent en France. Aujourd'hui, la globalisation. Et donc, c'est quand il y a ces éléments-là, effectivement, oui, il y a une partie des gens qui ne se sentent plus reconnus. Toutes les enquêtes qui sont faites le montrent très très bien. Et il y a cette suspicion, d'où les solutions. Le référendum pour le Rassemblement national, le référendum révocatoire pour la France insoumise, le mandat impératif pour la France insoumise. Et le tirage au sort. Et le tirage au sort. Là, c'est encore plus radical. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans ce livre dont je vais donner le titre qu'on a fait, qui s'appelle French Democracy in Distress. Je l'ai donné en ouverture du débat, mais c'est très bien de le rappeler. La démocratie en détresse, on voit que les personnes qui votent en 2022 pour le candidat du Rassemblement national, et ce ne sont pas ceux qui veulent un régime autoritaire, un homme fort. C'est ce qui les distingue, c'est qu'ils veulent cette réforme radicale des citoyens ordinaires qui gouvernent à la place, c'est-à-dire par tirage au sort, la sortition. Et ça m'a surprise parce que je pensais qu'il y aurait une association vote Le Pen, un homme autoritaire, un homme fort qui ne se préoccupe ni du pouvoir ni des élections. Non, quand on contrôle par toutes les caractéristiques de la personne, on voit que c'est la sortition à laquelle ils sont attachés. On parle du rôle des médias, de l'utilisation des médias par les candidats, les élus populistes dans un instant, et vous vouliez prendre la parole, je vous la redonne. Oui, pour dire qu'il y a quand même une singularité française dans notre situation par rapport à beaucoup de nos voisins européens. Elle est à mon avis double. La première, c'est que depuis 50 ans, on n'a pas eu de populisme au pouvoir.
que le populisme est toujours une alternative. Cette alternative, elle paraît depuis le 19e siècle d'ailleurs. Je dis depuis jamais été au pouvoir. Ça dépend parce que il y a un chapitre qui est consacré dans cet ouvrage sur Vichy, mais aussi sur le général de Gaulle comme une possibilité populiste. Et à ce titre-là, en France, le populisme a toujours été une hypothèse. Mais contrairement aux pays qui nous entourent, les États-Unis, le Brésil, l'Italie, etc. Et c'est le titre de notre débat. Un populiste peut-il débarquer à l'Élysée? Et la deuxième particularité, ou plutôt la cause peut-être de cette situation, c'est que si on parle au moins du populisme d'extrême droite qui a le vent en poupe aujourd'hui en Europe, parce que on parle de gauche et de droite, mais enfin en réalité celui dont tout le monde sait qu'il a le vent en poupe, c'est le populisme de droite radicale. Eh bien, il y a une particularité française qui pourrait bien s'effacer dans les prochains mois, c'est le cordon de sécurité qui existait entre la droite dite traditionnelle et l'extrême droite. Et là, je pense que c'était une particularité française également, qui a connu parfois des coups de butoir, mais qui n'a jamais connu de réelle rupture, hormis au moment de Vichy. Et cette espèce d'imaginaire traumatique a fait que jusqu'à présent, en tout cas, hormis quelques rares cas, on pourrait citer évidemment quelques élections où là, la droite classique a tenté de s'allier avec l'extrême droite, eh bien, maintenait ce cordon de sécurité. On voit aujourd'hui, dans le débat public, que cette question de l'union des droites est en train de remettre en cause ce cordon de sécurité, et donc serait probablement la condition pour qu'un mouvement populiste d'extrême droite puisse advenir dans ce pays. Et c'est vraiment à cette question-là qu'il faudra s'adresser si on veut savoir si dans 1 an, dans 2 ans, en l'occurrence dans 1 an et demi, il y aura une possibilité d'un pouvoir populiste en France. Allez, on parle des médias et on va égrener un certain nombre de grandes figures populistes en France et en Europe. C'est Steve Jourdain qui nous rejoint tout de suite pour voir, rebonsoir Steve, comment les populistes se servent des médias pour façonner effectivement un récit, accéder ou renforcer leur pouvoir. On a ouvert notre débat par un reportage sur les réseaux sociaux. Ça a commencé bien avant, évidemment. Bah oui, la télé a eu un rôle très important. Thomas, en France, on pense notamment à Bernard Tapie, entrepreneur, président de club de foot et surtout premier politique français à avoir utilisé la télévision comme une scène. Bon, Georges Marchais le faisait aussi un peu en son temps, mais Tapie, lui, invitait les caméras dans ses usines ou sur les marchés pour incarner l'homme du peuple. Il se présentait comme self-made man contre les élites culturelles en décembre 1989. Le fameux débat face à Jean-Marie Le Pen, contre qui personne ne va alors débattre, va littéralement le consacrer comme champion de la lutte contre le Front National. Mitterrand le nommera quelques mois plus tard ministre de la Ville. Alors, est-ce que le premier populiste d'Europe, ce serait pas plutôt côté italien, Silvio Berlusconi? Mon parti, c'est la télévision. Déclaration de Silvio Berlusconi en 1994, au moment de son entrée en politique. Il est alors à la tête d'un empire audiovisuel. Il touche jusqu'à 30 millions d'Italiens chaque jour grâce à son groupe Mediaset. Berlusconi est milliardaire, mais il se construit une image d'homme nouveau, indépendant, hors du système. Il s'adresse alors aux Italiens directement via ses médias. « Je suis un homme simple, comme vous », déclare-t-il en février 1994. Un mois après, il remporte les élections législatives et devient président du Conseil des ministres italien. Autre exemple étranger, cette fois-ci un populiste de gauche. Oui, prenez Hugo Chavez, le président vénézuélien, socialiste revendiqué. Entre 1999 et 2012, il anime une émission intitulée « Allo Presidente ». Tous les dimanches et jusqu'à 6 heures d'affilée, il parle directement au peuple, sans filtre. Il annonce des décisions, des nominations, des punitions, aussi contre des opposants politiques. Il ordonne l'expropriation d'entreprises en direct. L'émission, Thomas, est très regardée. Ça sera le vrai véhicule du populisme d'Hugo Chavez. Regardez ces 2 phrases que je vous soumets. Elles sont intéressantes. Les médias privés sont mes ennemis. Je suis le média, Thomas. Alors on pourrait multiplier d'autres exemples, évidemment, du côté américain et de Donald Trump, mais l'Italie, tiens, on va terminer avec l'Italie, qui fait souvent figure de laboratoire politique. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, est notamment à l'origine de la Bestia, la Bête, un logiciel capable de scruter en temps réel les colères du pays sur les réseaux sociaux. Grâce à un algorithme, il scrute les émotions négatives qui deviennent ensuite un angle d'attaque politique. En gros, on demande à la population ce qu'elle a envie d'entendre. En France, Thomas, la pratique de la Bête a été reprise par les équipes d'Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. Mais bon, très intéressant, mais est-ce que ça se traduit par le vote? Est-ce qu'on a la preuve que les médias peuvent influencer un scrutin? Des chercheurs d'Oxford se sont posé la question. Ils se sont intéressés à la chaîne Fox News, qui a été lancée en 1996 par le milliardaire Rupert Murdoch. Résultat, entre 1996 et 2000, Fox News aurait convaincu entre 3 et 28% de ses téléspectateurs de voter pour le candidat républicain
lors de l'élection présidentielle de 2000. À l'époque, George W. Bush l'avait emporté. Merci beaucoup, Steve. Moi, quand je vois une fourchette entre 3 et 28%, bon... C'est Oxford, c'est Oxford, mais bon... Merci beaucoup pour cette information. Non, en revanche, je voudrais qu'on revienne sur cet algorithme, là, ce logiciel, la bestia, la bête, parce qu'on est quand même dans l'un des points, à mon avis, essentiels de votre livre et de la démonstration que vous faites, c'est à quel point les populistes savent activer nos peurs. Il faut quand même passer du temps là-dessus. Oui, peur et espérance. Oui, aussi. J'avais prévu de venir sur les espérances peur et après. Espérance, colère aussi. Colère. Alors effectivement, Matteo Salvini, il faut savoir, il s'empare de son propre parti, puisqu'au départ, il était à la Ligue du Nord, et en 2013, le parti est en pleine crise. Il prend la direction du parti et transforme ce parti sur le modèle du Front National. Alors qu'avant, la Ligue du Nord s'est toujours différenciée du Front National. Et Umberto Bossi, le fondateur de la Ligue du Nord, participait au cortège antifasciste, pour bien dire qu'il était différent de Jean-Marie Le Pen, parce qu'on les comparait souvent. Et Matteo Salvini comprend tout de suite le rôle des réseaux sociaux. Et je pense, parce qu'il a très bien compris le fait qu'il y a de la réactivité, que c'est l'immédiateté. Et ça renvoie effectivement à la dimension populiste, parce qu'on peut être très schématique, on peut être très synthétique, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment sur Twitter. Et il s'est entouré d'une équipe qui était 24 heures sur 24 en activité. Donc qu'est-ce qui fait peur aux Italiens ? Je le détecte et j'en fais un argument politique, oui, c'est ou ça ? Alors aussi, je me mets en scène. Par exemple, il y avait des choses absolument extraordinaires de Matteo Salvini le matin, se levant et mangeant sa tartine de Nutella et disant « Bonjour les Italiens, je suis comme vous, comme tous les autres, je mange ma tartine de Nutella ». Donc ça a très bien marché. Mais aujourd'hui, il est à 8%. C'est-à-dire que, attention, ne donnons pas, ne croyons... De même que Silvio Berlusconi, il ne faut jamais oublier qu'il a été battu 2 fois. On l'oublie trop, il a été battu 2 fois, et par celui, Romano Prodi, qui faisait tout pour ne pas être comme Silvio Berlusconi. Et Romano Prodi a toujours dit, je ne veux pas aller sur le terrain de Berlusconi parce que je serai écrasé. Donc, c'est pas parce que vous maîtrisez les réseaux sociaux que vous gagnez politiquement. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Ça peut favoriser. Salvini, ça l'a favorisé. Et il s'est effondré à partir de 2019. Il était à près de 34%. Il avait gagné les élections européennes, en particulier en 2019. Il s'est effondré. Aujourd'hui, il est à 8%. Donc, et pourtant, la bestia continue. Oui, cet algorithme, il continue. D'être utilisé. Nona Mayer, sauf que là, en l'occurrence en Italie, mais il y a d'autres exemples, on pourrait parler de la Pologne, ces partis sont rentrés dans l'alternance au pouvoir. Ce n'est pas encore le cas en France, mais c'est peut-être ce qui va arriver. On n'en sait rien, c'est trop tôt pour le dire, mais effectivement, vous avez le cas qui n'a pas du tout été cité ici, la Hongrie, avec Viktor Orban. Vous avez un certain nombre disons que dans à peu près 7 pays, ils participent au gouvernement d'une manière ou d'une autre, ces partis. Et puis dans certains, comme la Hongrie, ils sont au pouvoir tout seuls. Avec quelles conséquences sur leur action politique ? Qu'est-ce que ça devient le populisme quand il est au pouvoir ? Eh bien, c'est une restriction de tout des libertés, c'est le court-circuitage des corps intermédiaires, c'est la mise au pas des médias, de la justice. Et si on prend le cas français, pour le coup, là, vous parliez de si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Ils ont fait un projet très clair, qui est un projet de loi constitutionnelle. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils arrivaient au pouvoir ? Il y aurait un référendum. On mettrait la priorité nationale et l'identité nationale au cœur de la Constitution. On mettrait la loi française au-dessus des lois européennes, et on aurait le droit du sol, le regroupement familial, tout un tas de droits fondamentaux seraient remis en cause. Donc on voit ce qui arriverait. Ce n'est pas aussi simple. Mais Vincent Martini, alors si j'ai bien compris, le populisme, il se nourrit d'abord peut-être d'un vote d'exaspération ou de colère ou de rejet des élites, mais est-ce qu'il n'est pas en train de muter quand même en un vote d'adhésion pour les programmes, les valeurs, les idées ? Bon, ça c'est tout le grand sujet aussi sur la question du populisme, c'est toujours été les deux en réalité. On a dit à un moment donné, c'est le vote des laissés-pour-compte de la mondialisation, c'est ce que dit notre collègue Hans-Peter Krisi, qui a fait toute une réflexion sur le fait qu'il y aurait un nouveau clivage dans ces sociétés européennes, qui est le clivage autour de la mondialisation. Les gagnants de la mondialisation voteraient pour les partis qu'on connaît, les partis du système, et
dernier, finalement, les perdants de la mondialisation, ceux qui souhaiteraient se démarquer de cette mondialisation, voteraient pour les partis populistes. Oui. Et donc, à ce titre, il y a toujours une dimension d'adhésion, parce que, en réalité, vous transformez ce que vous avez le sentiment de perdre dans la mondialisation en une adhésion à des valeurs qui sont beaucoup plus locales. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez plus tendance peut-être à vous retrouver dans l'idée de souveraineté nationale. Si vous subissez la mondialisation sur le plan économique, il est peu probable que vous vous mettiez à l'aimer du jour au lendemain. Donc, à ce titre-là, c'est forcément un peu des deux. On va parler d'anti-parlementarisme parce que ça fait partie aussi des piliers du populisme. Et évidemment, je me tourne vers Anne-Charlène Bézina pour nous proposer un focus sur cet anti-parlementarisme populiste. Dites-nous tout. En effet, alors on sait que la tripartition des pouvoirs exécutifs, législatifs ou judiciaires, pour le populisme, on va dire que le populisme est un mouvement exécutif par nature, voire même avec une seule tête de l'exécutif qui émerge, qui est cet homme-peuple, justement, qui parle au nom du peuple. Et donc, on a affaire à des mouvements qui, précisément, vont considérer tous les contre-pouvoirs, on l'a déjà dit, comme des empêcheurs, finalement, de légiférer ou de faire émerger ce qu'on a pu appeler un mouvement de constitutionnalisme populaire, justement. C'est le peuple qui doit décider, donc aucune intermédiation. Je pense que j'aurais pu faire le même édito sur la rhétorique anti-juge, mais là, on a choisi, et j'ai choisi donc de le faire sur l'anti-parlementarisme, qui est un des marqueurs forts. Alors, expliquez-nous. Alors, il me semble que typiquement, le Parlement étant le lieu de la délibération et donc de la diversité, on va considérer dans la rhétorique populiste que c'est une perte de temps et c'est surtout une intermédiation de la volonté du peuple qui la dilue et qui, de ce fait, la trahit. Au fond, le Parlement, ne serait-ce que par le terme d'opposition, est considéré comme un endroit où on perd du temps et où on se perd surtout dans la volonté populaire. Je rappelle quand même que le mouvement des 5 étoiles, justement, avait proposé de se défaire de son député en un clic, éventuellement, en cas de désaccord. Et puis alors, ça peut aller évidemment encore plus loin. Alors, ça peut aller très loin, et notamment par l'idée que la loi n'est plus l'expression de la volonté générale. Ce n'est plus la loi. On va essayer de tout faire sans la loi. Et évidemment, on a déjà plusieurs fois cité ces exemples-là, mais je ne peux pas ne pas parler du référendum et notamment de la rhétorique Brexit, où en 2015, on a quand même la Cour suprême britannique qui est obligée de rappeler que le fondement du parlementarisme est le fondement de la démocratie dans l'histoire de la Grande-Bretagne, pour dire à quel point le référendum, cet outil direct, est aussi un moment où on essaye de se passer du Parlement. Deuxième élément, évidemment, les executive orders, avec l'idée qu'on va passer par l'exécutif et qu'on n'a pas besoin du Parlement. Là, on est aux États-Unis et c'est ce que Donald Trump pratique. Pas seulement aux États-Unis, on peut citer aussi Jair Bolsonaro, qui justement essaye de gouverner par décret provisoire le temps qu'il peut pour essayer de court-circuiter un congrès qui, pour le coup, était assez clivé à ce moment-là. Donc, on le voit bien, ça peut aller même à un étage plus loin, et on en a parlé, la Constitution, la révision de la Constitution. Viktor Orban qui s'assoit sur une très large majorité, qui essaye de tout faire pour retirer notamment du temps de délibération au Parlement. Donc, non seulement on dénigre la fonction du Parlement, mais on essaye aussi de le priver de ses pouvoirs. Donc, il me semble, je jette quelques idées seulement ici, que on peut conclure sur l'idée que ça n'est même pas finalement un élément du populisme, c'est vraiment un élément de définition ontologique, de considérer que rien ne peut arrêter le dirigeant populiste et au fond avec toujours cette rhétorique de la légitimité. À partir du moment où c'est les urnes qui ont décidé que je suis là, je suis légitime à le faire et on ne pourra plus me sortir de là où je suis. Merci beaucoup Anne-Charlène. Marc Lazare, l'anti-parlementarisme rejoint le discours anti-juge souvent dans le verbatim des populistes? Oui, mais je ferai 3 observations. D'abord, il y a une grande tradition en France d'antiparlementarisme depuis le 19e siècle. Les historiens ont beaucoup travaillé sur ce sujet, vous le savez pertinemment. Donc, il y a même un historien, je crois que c'est Jean-Claude Caron, qui dit que c'est un sport national. L'antiparlementarisme. Oui, régulier. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a cette tension qui marque la France entre l'expression de la souveraineté populaire et la représentation. Et donc, par définition, on voit toutes les images que ça associe. Le parlementaire qui fait rien, le parlementaire même avec un chapeau haute forme. Enfin, on voit toutes les caricatures qui ont pu exister sur le Parlement. Deuxièmement, il me semble, mais là, Nona Mayer est la grande spécialiste, que le Front, surtout le Rassemblement national, actuellement, au Parlement, essaye de se présenter comme une formation plus respectueuse du Parlement.
C'est un changement important et qui ouvre une tension précisément avec la réforme constitutionnelle qu'ils envisagent. Mais pour le moment, pour se crédibiliser, c'est important parce que ça prouve, me semble-t-il, qu'en même temps, il y a une capacité de résilience de nos démocraties, que ces populistes sont obligés de s'adapter aussi à nos formes démocratiques. Et puis du côté de la France insoumise, c'est très intéressant parce qu'on a juste raison. On souligne le tapage qu'ils font à l'hémicycle, ils entretiennent un certain type d'antiparlementarisme, mais en même temps, j'ai remarqué que très souvent, c'est eux qui brandissent le règlement de l'Assemblée nationale pour dire il faut le respecter, et que dans leur projet de 6e République, ils iraient vers une République parlementaire. Donc voilà, c'est les tensions qui existent aussi autour de cet antiparlementarisme tel qu'il s'organise aujourd'hui en France, je précise bien en France. Et juste en Italie, là aussi, c'est très intéressant parce que d'un côté, Giorgia Meloni utilise de plus en plus les décrets-lois, ce qui existait déjà, mais elle le multiplie, elle réduit le rôle du Parlement. Et en même temps, notamment à la Chambre des députés, qui a un président qui s'appelle M. Fontana, c'est absolument sidérant. D'un côté, c'était un violent léguiste, mais très dur sur les réseaux sociaux. Oui. Le jour où il a été élu président de la Chambre des députés, il a respecté à la lettre le règlement, à la lettre, à tel point que moi j'ai interrogé des députés de la gauche qui ont dit on n'a rien à reprocher à M. Fontana. Mais le même Fontana a dit le jour où je quitte la présidence de la Chambre des députés, vous me retrouverez. Ça prouve en même temps les capacités. Je pense qu'il faut prendre en compte cet élément aussi, des capacités. Moi, j'emploie un mot que j'emploie l'anthropologie, que j'utilise un mot de l'anthropologie, d'acculturation démocratique. Voilà. Limité, mais il y a cette possibilité. J'ouvre en tout cas le débat là-dessus. Je vois que Nona a un certain scepticisme. Non, mais je pense que leur stratégie, c'est d'arriver au pouvoir. Ils ont décidé d'arriver au pouvoir par les voies légales et pas par la rue. Donc il faut des élections. Donc il faut avoir plus d'élus au Parlement. Donc ils sont quand même pris dans ce défi. Et par ailleurs, ils doivent donner une bonne image. Et pour eux, ils ont un magnifique repoussoir qui est LFI. Donc ça fait partie de leur stratégie de dédiabolisation. Mais il y a une chose dont on parle très peu depuis qu'on a commencé cette émission, mais c'est les femmes. Oui. On a parlé des grands noms, on a parlé des dirigeants. On vient, tout juste de citer c'est le culte du chef. Giorgia Meloni, le culte du chef, mais il y a aussi le culte de la chef. Oui. Quand même, ce qui me frappe dans tous ces partis à travers l'Europe, c'est que depuis les années 2000, vous avez de plus en plus de femmes. Et avant l'émission, je discutais d'un film qui m'avait marqué, un film fait par des jeunes étudiants. Il y avait Marco Lavia et deux autres, qui s'appelait « Le populisme au féminin ». Et c'était déjà en 2015, et il y avait déjà l'idée de propulser en avant des femmes, avec le vieux stéréotype, les femmes sont plus douces, les femmes sont moins violentes, moins extrêmes. Mais toute cette stratégie est importante. Et je dis, en France, c'est particulièrement important. C'est peut-être le seul pays d'Europe où il n'y a plus aucune différence, depuis 2012, depuis que Marine Le Pen est à la tête de ce parti, plus aucune différence entre le niveau de soutien des hommes et des femmes. Les femmes, c'est plus de 53% de l'électorat. C'était pas vrai quand c'était Jean-Marie Le Pen qui dirigeait quand Jean-Marie Le Pen était à la tête du parti, il avait un côté violent, extrémiste, gouailleur, sexiste, qui rebutait l'électorat féminin. Il y avait jusqu'à 7 points d'écart. Mais donc ça, c'est très important. C'est un atout énorme. Et ce qui fait le succès de ce parti. Et je pensais que quand Jordan Bardella par exemple, était tête de liste aux européennes, il y aurait un recul du soutien féminin. Pas du tout. Donc il y a quelque chose qui est rentré dans les mœurs et c'est un atout fondamental de la dynamique électorale de ce parti. Oui. Avec un mot important, et je propose, il nous reste 5 minutes, c'est passé beaucoup trop vite, c'est le mot confiance. Et on va d'abord s'appuyer sur un sondage, le baromètre, c'est plus qu'un sondage, le baromètre de la confiance politique réalisé pour Sciences Po au mois de février dernier. La question, d'une manière générale, avez-vous confiance dans la politique ? En France, c'est 26%, avec une baisse de 4 points sur un an, et le non est donc à 74%. Et si on regarde chez quelques-uns de nos voisins, en Allemagne, le oui à cette question est quand même beaucoup plus élevé, 47%, avec une augmentation. En Italie, on est à 39% avec 6 points d'augmentation, et aux Pays-Bas, on est à 43%. Et ça rejoint une question que pose l'un de nos téléspectateurs, Malik Saint-Pierre de Clairac. Pourquoi le populisme marche autant en ce moment ? Est-ce parce que les gens sont de plus en plus en colère ou n'ont plus confiance dans le système ? Le mot confiance, Vincent. Oui, il y a une question de confiance. Tout à l'heure, Nona Mayer disait qu'il y a un lien entre la défiance et la volonté d'une démocratie directe, parfois plus que à travers un homme fort. Mais il ne faut pas oublier que dans l'idée du populisme, il y a aussi celle d'un mouvement profondément anti-politique. Il y a l'idée que la politique nous divise, elle nous empêche finalement d'être le peuple saint, uni que nous sommes, et les politiques, eux, nous divisent de l'extérieur et de manière artificielle.
Et donc, il y a dans cette idée de défiance aussi l'idée d'un rejet de la politique dans ce qu'elle serait une sorte de médium, en fait, qui nous séparerait artificiellement et qui fait que je crois qu'il faut aller chercher de ce côté-là pour aussi comprendre une dimension du populisme, en tout cas du populisme non organisé. Allez-y, mais Nona Meyer, peut-être que aussi on a nous une démocratie en France qui est plus soupçonneuse vis-à-vis du peuple que d'autres démocraties européennes. Est-ce qu'on peut dire ça ? Soupçonneuse vis-à-vis du peuple, non. Vis-à-vis des partis, je dirais, ça, si vous voulez une spécificité française. Mais d'ailleurs, je ne sais plus pourquoi je voulais réagir. Oui, il me semble que justement, à l'inverse, on pourrait dire exactement l'inverse. Ces partis réussissent parce qu'ils disent que la politique peut changer le monde. Je ne pourrais pas les réduire au rejet de la politique. C'est l'espérance dont on n'a pas parlé. Ils disent du rêve ou du cauchemar au choix, mais ils nous disent oui, on peut. Et une des grandes faiblesses des gouvernements actuels, et surtout avec la mondialisation justement, c'est le sentiment que ce ne sont plus des nations souveraines, que les politiques ne savent plus, ne peuvent plus rien faire, et eux disent oui, nous pouvons. C'est de la politique. Je vais reformuler ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est la politique en ce qu'elle est médiée par des intérêts partisans. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui diviseraient l'opinion générale, que la politique elle-même, lorsqu'elle est justement soudée autour d'un chef, ce corps social soudé par sa tête, dont parlait Claude Lefort, là, à ce moment-là, la politique peut faire quelque chose. Mais je reviens sur cette idée de peur du peuple, Marc Lazare. Oui, c'est une idée que j'avance, je vois que Nona n'est pas d'accord. Mais moi, je pense que, historiquement, oui, il y a une crainte du peuple en France. Et c'est lié à un pays qui a connu plusieurs révolutions. C'est les furies populaires du 19e siècle. Et il y a beaucoup de travaux maintenant qui montrent qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est des travaux qui ont été faits notamment par un chercheur néerlandais, c'est l'idée de montrer que bien sûr il fallait répondre à l'aspiration démocratique après le fascisme, le nazisme et le grand espoir de la résistance, des résistances, mais qu'en même temps il fallait faire très attention parce que justement le fascisme en Italie, le nazisme avaient été portés au pouvoir par une partie du peuple. Et donc il fallait multiplier les formes de contre-pouvoir. Est-ce que c'est une Donc je vais un peu loin. Est-ce que c'est une forme... Moi, il me semble que justement, c'est un des vecteurs du populisme. C'est un anti-juridisme, en fait. C'est une forme de dépassement de la limite. Je ne suis pas sûre que ce soit une peur du peuple plutôt qu'une canalisation par des voies légales et constitutionnelles qui, de ce fait, en plus, sont considérés comme des médias, justement, au sens du populisme. Mais moi, j'ai l'impression qu'on parle justement de beaucoup, et à juste raison, on a beaucoup d'enquêtes là-dessus sur la défiance, justement, mais qu'il y a aujourd'hui, surtout en France, une forme de défiance d'une partie des élites par rapport à la population. Et le point clé, je vous le soumets, c'est le référendum de 2005 et sur la Constitution européenne. Et De Gaulle démissionne en 69. Jacques Chirac ne démissionne pas en 2005. Et je pense que ça a eu un effet, peut-être que je me trompe, je pense que ça a eu un effet très important et qu'il y a une forme de attention. Avec les colères populaires, attention avec les sociétés. Un mot de conclusion. La colère populaire, en un mot, on a parlé du populisme dans les partis mainstream, du populisme comme mouvement organisé anti-système, mais il y a aussi un populisme hors système. Quand Patrick Sébastien ouvre une boîte mail où il dit aux Français « Envoyez-moi des idées », qui a 10 000 réponses et qui dit « Moi, mon but n'est pas de me présenter, je veux juste porter vos idées dans l'espace public », comme avant lui, Francis Lalanne, Hanouna, des mouvements qui viennent d'en dehors de la politique, eh bien, ils discréditent aussi le populisme anti-système organisé. Ils disent « Mais même eux ne vous représentent pas ». Donc, les populistes doivent toujours faire attention parce que derrière eux, il y a toujours des gens qui revendiquent d'être plus la bouche du peuple qu'eux. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais rappeler les titres de vos livres. Marc Lazare, évidemment, Pour l'amour du peuple, l'histoire du populisme en France. C'est aux éditions Gallimard. Nona Meyer, c'est Français qui votent Le Pen, c'est chez Flammarion. Et puis il y a ce livre donc coécrit French Democracy in Distress, c'est chez Palgrave Macmillan. Et puis Vincent Martini, Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses, aux éditions du Seuil. Merci encore, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain. Vous pouvez nous retrouver sur publicsena.fr, c'est notre plateforme, nous réécouter en podcast. Et puis, c'est Clément Beaune, le haut-commissaire à la stratégie et au plan, qui sera l'invité de notre matinale demain matin. Il sera face à Oriane Mancini vers 8h du matin. Belle soirée.